bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien et j'espère que vous tenez le coup parce que sinon ça risque d'être embêtant. Nous sommes donc arrivés dans l'avant-dernière partie de ce top 50, ne perdons plus de temps et entrons directement dans le top 20. Alors, si à travers ce classement vous avez découvert bon nombre de personnages de Tartaros, il faut bien le dire, eh bien ce n'est pas anodin que Martgeir soit présent dans ce classement. Au-delà de son apparence, certes un petit peu loufoque, il faut bien le dire, je reconnais parfaitement la prestance de ce personnage, sa puissance, sa valeur, et puis on parle quand même d'un type qui est capable de rivaliser avec le roi des esprits, on est quand même sur du lourd là. On peut rajouter bien sûr à cela une poigne de fer, à la fois sur ses soldats, mais également sur les portes démoniaques qui l'entourent, qui en sa présence n'osent même pas moufter un mot, c'est pour vous dire. Encore une fois, c'est dommage que Zelef ait décidé de le liquider très rapidement, parce que je pense qu'il avait encore quand même son mot à dire dans cet animé. Alors certains doivent se demander pourquoi je n'ai pas mis énormément d'esprits du Zodiaque dans ce top 50. Eh bien tout simplement parce qu'ils n'apparaissent pas assez en suffisance dans l'animé pour que j'en parle. Pourtant Loki est présent dedans. J'aime énormément toute l'intrigue, tout le mystère qui entoure ce personnage, son passé, la relation qu'il entretient avec les autres esprits, sa prestance, voire encore la complicité qu'il entretient avec Lucie. Le personnage évolue très bien au fil de l'histoire et on comprend entièrement la dévotion qu'il a envers sa maîtresse Lucie, qui au fil des arcs, au fil des épisodes, lui a sauvé la vie à plusieurs reprises. Le problème, c'est que plus l'histoire avance et plus les apparitions de Loki sont devenues très brèves, voire presque inexistantes, et puis je trouve encore une fois triste que l'animé ait décidé de se servir de ce personnage pour en faire un personnage gaguesque, qui n'a même plus aucun intérêt dans l'histoire, parce que oui, son seul véritable moment de gloire, c'est pendant l'arc des esprits, sinon c'est tout. Bon, eh bien, surprise, voici rien que pour vous l'esprit Aries, l'esprit tout doux et trognon qu'on aime tous dans cet animé. Bien qu'Aries soit très mignonne, ce n'est pas là le problème bien évidemment, j'adore particulièrement sa personnalité, elle est timide, elle est pudique, elle est émouvante par moments, et la complicité entre guillemets de grande frère et petite sœur qu'elle entretient avec Loki, eh ben c'est mignon, c'est attachant je trouve. Mine de rien, c'est frustrant que dans Fairy Tail, eh bien, elle est clairement le symbole, et je dis bien le symbole de ce fanservice qu'on a voulu utiliser jusqu'à n'en plus finir, parce que je suis sûr et certain que cette petite brebis aurait eu une belle histoire à nous raconter, tout simplement. Une belle histoire à raconter, même dans les épisodes filler, c'est pour dire, et venant de moi, c'est extrêmement rare que je dise ça. Bon, après, j'avoue bien volontiers que ma préférence va à son double maléfique, hein. Bien sûr, je préfère 100 fois la Aries diabolique que la Aries toute gentille, il faut être d'accord. Alors, il y a quelque temps, et je dis bien déjà un an, quand j'avais fait l'épisode spécial, hein, si vous vous souvenez bien, centré sur Luxus, certains avaient été étonnés, voire surpris de constater mon attachement envers ce personnage. Eh bien, je le dis, je le maintiens dans ce top 50, je l'apprécie beaucoup. Et oui, et il mérite d'être 17ème. Ce personnage a un pouvoir magique puissant, il a une détermination sans limite, et puis surtout, il a une ambition que j'approuve. Surtout que j'ai l'impression, mais certains oublient très rapidement, que l'animé a fait évoluer de la meilleure des façons, bien entendu, ce personnage. Si vous prenez le Luxus de l'arc de la bataille de Fairy Tail et celui qu'on a pendant Tartaros, par exemple, eh bien, c'est pas le même. Alors, bien évidemment, hein, on aime critiquer les choses, on a un esprit critique, hein, nous les humains, évidemment, c'est un petit peu notre pire défaut, mais rappelons-nous une chose, c'est que sans lui, sur l'arc Tenro, eh bien Fairy Tail serait très certainement détruit à l'heure d'aujourd'hui. Il n'y aurait presque plus aucun bon mage dans Fairy Tail, et il serait clairement devenu la guilde en dessous de la moyenne. Donc il faut quand même le remercier pour ça. Après, bien sûr, ce qui lui coûte des points, c'est bien évidemment son foutu caractère du début de l'animé qui lui plombe quand même quelques places, parce que nul doute que s'il avait été différent au début de l'histoire, peut-être qu'il serait plus haut aujourd'hui. Ah oui, ce bon vieux Gildart n'est pas dans les 10 premiers, mais rassurez-vous, bien évidemment, des bons points, il en a, et il en a à l'appel.
Il a une dégaine de folie, ce mec, il a une puissance inouïe et qui, je pense, n'est jamais à son maximum, il faut bien le dire. Il a une prestance, voilà, il est élégant, il a une relation entre guillemets touchante avec tous les membres de la guilde et une certaine dévotion, justement, à les défendre par n'importe quel moyen, à n'importe quel prix. Et il a surtout la complicité, bien entendu, père-fille avec Kana, qui est touchante, comme je vous en avais parlé bien avant. Le seul problème, c'est que Gildart, c'est beaucoup trop, et je dis bien à mon goût, absent de l'arc et de l'histoire en général pour mériter de faire partie du fameux top 10 de ce top 50. Alors oui, il a son implication dans l'arc de Zentopia, mais encore une fois, je me tue à vous le répéter, cet arc était pourri jusqu'à la moelle et il était inutile, donc oui, alors on en a déduit qu'il fallait retirer les meilleurs personnages, mais c'était peut-être pas la meilleure idée à faire, donc Gildart s'en a malheureusement fait les frais. Alors oui, j'assume totalement, mais alors totalement, d'avoir mis Gajeel aussi loin dans ce classement, malgré les scènes à pleurer du dernier arc de Fairy Tail, et je le dis, elles sont émouvantes. Mais vraiment, j'ai rarement été ainsi devant un animé. Ce que j'adore particulièrement chez ce personnage, c'est son aspect un petit peu rock'n'roll, voilà, qui n'a pas peur de rien, avec un aspect assez bourrin, et encore une fois, il est sans pitié pour ses adversaires, sérieusement. Gajeel, c'est un des rares qui, dans ses combats, eh bien, ne laisse pas l'adversaire même être, comment vais-je dire, à l'agonie, quoi. Lui, il y va, il y va. Au contraire de certains personnages, je trouve que l'anime a su en général très bien gérer le cas de Gajeel et l'intégrer parfaitement au fur et à mesure de l'histoire et lui faire avoir justement une valeur différente au fur et à mesure des arcs. Et puis n'oublions pas bien évidemment le couple phare qu'il forme avec notre Rébi national, bien sûr. Autant j'approuve l'incorporation, je vais dire ça comme ça, dans l'histoire qui a été faite très logiquement et de la très bonne façon, on va dire ça comme ça, autant je regrette qu'on l'ait inséré beaucoup trop vite en fait dans l'histoire, parce que voilà, il s'est passé très peu de temps avant qu'on intègre Gajeel à la guilde, et moi j'aurais aimé avoir 1 ou 2 arcs en plus afin de développer quelques petites histoires sur le côté pour qu'on comprenne les raisons de son choix. Donc oui, et puis n'oublions pas une chose, c'est que les gars de Fairy Tail lui pardonnent quand même assez vite la destruction du QG, parce que n'oublions pas que c'est lui à la base qui a décidé de détruire cette belle cantine de Fairy Tail. Donc oui, je le dis et je l'assume, j'adore Gajeel, ce n'est pas là le problème, mais sur certains points, il n'est quand même pas exempt de tout reproche, donc la 15e place est justifiée. Notre petite Wendy fait donc son entrée dans le classement et manque malheureusement le top 10 de seulement 4 places. Ah, c'est pas de chance. Alors je ne sais pas vous, mais Wendy est quand même un des rares personnages qui a très bien évolué au fil de l'histoire et surtout elle a pris une ampleur totalement impressionnante, totalement démentielle. Cette petite a gagné en confiance, en force, en assurance, en maturité en quelques épisodes et on est quand même bien loin de la fameuse petite Wendy qui avait peur de tout pendant l'arc d'Horation 6. Car oui, souvenons-nous, bien sûr, ce fameux arc de Ration 6 où on découvrait la petite Wendy qui avait peur de tout, qui était timide, qui était pleurnicheuse et qui finalement, au fil de l'histoire, plus les arcs avancent et plus elle a pris en maturité, eh bien c'est devenu un pilier de la guilde. Sérieusement, Wendy, c'est un pilier de la guilde, aussi bien qu'Erza, que Grey, que Natsu. J'admire énormément ce personnage pour son courage, sa détermination, sa maturité, que ça soit dans ses combats où elle a vraiment appris à gagner de l'expérience et à encaisser les coups durs de la vie. Il suffit de voir les merveilleux combats qu'elle a su nous offrir. Le combat contre l'Etherius de Tartaros, c'était mythique, était génial. Et ça a été véritablement l'aboutissement de Wendy Marvel. Bien sûr, si elle est à cette place-ci, c'est qu'il y a des choses que je regrette, notamment les quelques facilités scénaristiques dont elle en tire profit, dont elle a le petit avantage. Je regrette également la complicité facile qu'elle a avec Cheria, qu'on a décidé de lui mettre un second couteau, on va dire ça comme ça, comme Lucy avec Happy, enfin voilà un petit peu tout ça. Donc oui, Wendy n'est pas non plus exempte de tout reproche, mais c'est quand même un des personnages que j'adore et que j'admire le plus.
Et oui, incroyable mais vrai, Grey n'est pas dans mon top 10, mais il s'en rapproche, c'est quand même pas mal, hein, on va dire. Il en est pas loin, donc ça va, c'est pas comme si je l'avais mis 45e. Au-delà de son histoire, qui bien évidemment est très triste, voire très déprimante pour le coup, hein, on peut pas dire que c'est très joyeux, Grey est quand même un des personnages que j'adore parce qu'il a une force mentale impressionnante, il est déterminé, il a de l'ambition, il a des pouvoirs magiques puissants, et puis lui aussi a quand même eu droit à une très belle évolution au fil de l'histoire. Alors oui, si on parle de Grey Fullbuster, bien sûr, comment ne pas aborder la merveilleuse complicité qu'il entretient avec Jubia, bien sûr, sa compagne de toujours, son océan d'amour, voilà, on va l'appeler comme ça. Et d'ailleurs, j'ai une question, Grey, quand est-ce que tu réponds à ces avances ? Après, je suis assez dithyrambique à son sujet, mais par moments, et je dis bien par moments, je trouve que Grey est encore très perso dans certains arcs de Fairy Tail, ce n'est que mon avis, et je trouve qu'il garde beaucoup trop de secrets pour lui, il n'en parle pas assez avec ses potes de la guilde, donc oui, il a encore ce caractère un petit peu perso, mais ce n'est qu'un petit grain de sable dans cette immense plage, parce que le personnage est mythique, il est merveilleux, et ce serait honteux de dire que ce personnage est nul, c'est pas du tout le cas. Grey représente clairement un des personnages que j'adore le plus, et c'est pour ça qu'il est à cette place. Avouez que vous n'aviez pas prévu que la merveilleuse et la magnifique, voilà, je ne sais plus parler, Minerva soit aussi haute dans ce classement. Ah oui, je vous avoue que moi aussi elle ne me laisse pas indifférent. Elle est intimidante, elle a un caractère de gagnante, elle est dominante envers ses adversaires, et puis merde, il n'y a que moi que son pouvoir pendant l'arc des jeux magiques, je l'ai trouvé impressionnant et super badass. C'est un personnage qui a toujours voulu être la meilleure, peu importe les situations, peu importe les circonstances, que ça soit un bête de combat ou un concours, Minerva a toujours voulu démontrer qu'elle était la meilleure et qu'elle avait une puissance infinie. Et puis après, on peut même pas lui en vouloir de montrer cette ambition de suprématie, de force, parce que quand vous devenez la guilde numéro 1 à travers le royaume de Fioré après l'incident Tenro, eh bien ce n'est que normal de vouloir montrer au monde entier votre puissance et votre force. Oui, je suis totalement d'accord, elle a fait des mauvais choix, elle a pris des mauvaises routes, des mauvais sentiers, mais il faut bien dire qu'après l'humiliation, et c'est bien une humiliation qu'elle a subie au jeu magique, il lui fallait trouver une voie de secours, une route de secours, et justement cette aide, eh bien, s'appelait Tartaros, c'est tout. Car oui, même si la méthode n'est pas la plus belle, n'est pas la plus douce, Tartaros a permis à Minerva de retrouver une certaine confiance en elle, une certaine suprématie qu'elle avait perdue, qu'elle n'avait plus après les jeux magiques. Si je pouvais militer pour que l'animé lui offre un spin-off après la saison finale, je le ferais bien évidemment, parce que ce personnage mérite amplement d'avoir une histoire une histoire qui lui est réservée, une histoire qui parlera de son passé, de son avenir, et des choses qu'elle fera peut-être en dehors de sa guilde. Ah, c'est encore une fois dommage que l'animé ait décidé de la reléguer au rang des personnages secondaires après son merveilleux moment dans les jeux magiques. Oh, Fairy Tail, vous ne comprendrez donc jamais que c'est pas parce qu'un personnage fait un très bon arc une fois qu'il faut le supprimer, loin de là. Ce qui serait bien, c'est de le garder, ce serait chouette. Jubia Loxer conclut donc ce fameux top 20 en finissant à un cheveu du top 10, eh bien oui. Alors vous allez peut-être me crier dessus, mais je suis désolé, comme dirait Didier Deschamps bien évidemment. J'ai dû faire des choix malheureusement, mais rassurez-vous, notre merveilleuse magicienne de l'eau a tout de même ses bons points et elle mérite cette 11e place et je vais développer pourquoi. Sans déconner, dès sa première apparition, dès ses premières minutes dans l'animé, je suis tombé sous le charme de Jubia et je trouve à mon sens que c'est l'un des personnages les plus sous-estimés encore aujourd'hui. Qu'on se le dise, elle est belle, elle a un background qui est extraordinaire, elle est dévouée envers tous les membres de sa guilde et peu importe s'il s'agit de la meilleure ou du 5e larron, elle a une puissance incommensurable, elle a fait des combats mythiques dans l'animé et puis surtout, bien évidemment, elle a une très belle complicité, une très belle relation avec son Don Juan des Glaces. Chacun des combats qu'elle a menés a été palpitant, a été émouvant, voire a été mémorable et un des rares qui me reste en mémoire et que je trouve m'a marqué sur le coup, c'est son duel face à Kiss pendant l'arc Tartaros où Jubia s'est clairement donné corps et âme, littéralement, pour venir à bout de l'Etherius qui, à force, était presque devenu invincible. Et c'était clairement un combat mythique.
Donc oui, bien sûr, je peux vous comprendre, ça peut être injuste de finir à une 11e place quand on connaît l'histoire du personnage, mais encore une fois, je le redis, j'ai dû choisir moi-même en écrivant ce top 50, et encore une fois, j'aimerais vous le dire, cette 11e place, ça n'est qu'un chiffre, ça ne veut rien dire pour ce personnage. Je le redis, Jubia est un des personnages les plus sous-estimés dans Fairy Tail, on n'en parle pas assez, et quand je vois le dévouement, la dévotion qu'elle a envers pour tous ses amis de Fairy Tail, voire même pour la guilde, eh bien c'est des raisons qui nous donnent et qui me donnent envie de l'aimer encore plus. C'est sur cette note émouvante que je vais vous laisser. Voilà, ce top 20 est terminé. La prochaine fois, on entamera la dernière partie de ce top 50 où on parlera du fameux top 10, le top 10, où il y aura 2 petites mentions. Donc soyez au rendez-vous. Salut!